Monsieur Bontan est requis. Nous aurons ce matin deux séquences. La première consacrée à l'examen d'une convention touchant aux élections des membres du Parlement européen et la seconde à la présentation du rapport de notre collègue Hervé Berville, rapport qu'il a remis au Premier ministre. Nous allons donc commencer par l'examen sur le rapport de Laetitia Saint-Paul du projet de loi autorisant l'approbation de la décision du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, les Français ainsi que les citoyens des 26 autres États membres de l'Union européenne seront appelés à élire leurs représentants au Parlement européen entre le 23 et le 26 mai prochain. Cette échéance pourrait être un temps fort de la vie démocratique de l'Union, un moment où les citoyens européens se mobilisent conjointement autour d'un projet commun. Mais hélas, trop souvent, ces élections sont marquées par des taux d'abstention importants. En gros, entre 1979 et 2014, on a perdu 20 points de participation, et par des débats électoraux focalisés sur des clivages nationaux. Cette situation a sans doute joué un rôle dans le désamour que manifestent nos compatriotes à l'égard de l'Union européenne. Avec le Brexit, les dirigeants européens ont pris conscience de l'urgence à remédier au déficit démocratique de l'Union. Préoccupation dont nos collègues Sébastien Nadeau et Didier Quentin se sont fait l'écho il y a 15 jours. Avec énormément de talent. Pour remobiliser les citoyens lors des élections européennes, il est apparu souhaitable de chercher à rapprocher les procédures électorales dans les différents États membres. Actuellement, il existe 27 modes de scrutin différents pour ces élections, autant que de pays. Cette situation est contraire à l'esprit de l'acte électoral de 1976, qui avait institué l'élection des députés européens au suffrage universel direct. Cet acte prévoyait que les procédures électorales nationales ne s'appliqueraient que de manière transitoire, le temps que le Parlement européen et les États membres se mettent d'accord sur une procédure d'élection uniforme. Mais en réalité, ils ne sont jamais parvenus à s'entendre, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes dates d'élection, pas les mêmes dépôts de candidatures, pas les mêmes incompatibilités et inéligibilités, pas les mêmes règles de scrutin. Bref, la situation est pour le moins complexe et pas très favorable à l'émergence d'une conscience européenne. À défaut de procédures uniformes, les dirigeants européens se sont dit qu'ils allaient établir des principes communs pour ces élections. L'idée est pragmatique. Il s'agit de faire converger par étapes les procédures électorales des États membres. C'est ainsi qu'en 2002, on a décidé que le scrutin devait être proportionnel et que les fonctions de parlementaires national et européen étaient incompatibles. Depuis plusieurs mois, les dirigeants européens se sont mobilisés pour progresser encore sur ces principes communs dans la perspective des élections de 2019. La décision que nous examinons aujourd'hui est le fruit de cette négociation. Que prévoit-elle ? Elle impose aux États membres un seuil de 2 à 5% des suffrages exprimés pour l'attribution des sièges dans les grandes circonscriptions. La France a déjà établi un seuil de 5%. La décision impose de sanctionner le double vote, nous le faisons déjà. Elle impose un délai de dépôt de candidature conforme à celui que nous prévoyons. Voici en substance les éléments essentiels sur lesquels les dirigeants européens sont parvenus à se mettre d'accord. Cela peut paraître mince, mais il faut avoir en tête que les traditions électorales des États membres sont un sujet vraiment sensible. Mon regret, qui est celui de ma famille politique, c'est que la décision ne prévoit pas de mettre en place une circonscription européenne, commune, où les citoyens voteraient pour des listes transnationales, comme cela avait été initialement envisagé. Les 73 sièges laissés vacants par le Brexit en donnaient l'occasion, mais les délais ont été trop courts pour mettre tout le monde d'accord. Au total, vous l'aurez compris, la décision sur laquelle nous devons nous prononcer ne révolutionne pas le mode d'élection des députés européens. Mais elle va dans le sens d'une plus grande harmonisation des procédures nationales, ce que nous recherchons, et c'est positif. Dans l'immédiat, je vous propose, mes chers collègues, de voter d'autant plus sereinement en faveur de cette décision que la France en respecte déjà toutes les dispositions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Mireille Clapeau. Je réponds à chaque question. Il y en a que 3, je crois. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure, chère Laetitia, pour ce rapport de qualité et une intervention qui replace bien en perspective cet enjeu.
Effectivement, à quelques mois des élections européennes, ce projet de loi revêt une importance significative. Comme vous l'avez rappelé, depuis les premières élections en 1979 des parlementaires européens au suffrage universel direct, le Parlement européen est devenu le lieu d'expression démocratique de l'Union européenne et ses pouvoirs se sont renforcés au fil des révisions successives des traités. Malgré tout, le niveau de participation des citoyens européens a connu une érosion progressive et systématique à chacune des élections des membres de ce Parlement européen. Or, comme le rappelait le président de la République dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017, le Parlement des Européens doit être le creuset de notre projet européen. Ce projet de loi que nous examinons aujourd'hui y participe, puisqu'il va permettre une harmonisation de la procédure d'élection des députés européens, sujet sur lequel les États membres n'ont jamais pu parvenir à une convergence depuis 1976. Donc, comme vous le mentionnez dans votre rapport, les avancées sont d'évidence modestes. Beaucoup de critères ne sont pas contraignants et ceux qui le sont, la France les respecte déjà. Le seuil minimal pour l'attribution de sièges, le délai de dépôt de candidature, etc. Cependant, ce dispositif montre une volonté européenne d'avancer et de faire sans cesse davantage du Parlement européen le cœur de la démocratie européenne. Donc, dans ce sens, notre groupe La République En Marche, qui est europhile, votera ce projet de loi. D'autant plus que, comme le président Macron s'y était engagé, notre Parlement a, en juin dernier, donné son feu vert au rétablissement d'une circonscription unique aux élections européennes. Cette unique circonscription est donc rétablie en France, en remplacement des 8 circonscriptions qui ont été en œuvre lors des élections de 2004 à 2014. Donc c'est une bonne chose d'avoir une circonscription unique, ça devrait donner plus de visibilité au scrutin et, comme on l'a déjà dit, permettre un débat national autour des enjeux européens. Mais il faut aller encore plus loin. Vous avez mentionné le cas des listes transnationales dans le cadre d'une circonscription unique à l'échelle de l'Union européenne. Le président de la République souhaitait leur mise en place pour les prochaines élections en 2019 et reprenait en ce sens une des propositions d'une résolution formulée par le Parlement européen en 2015. Mais comme vous l'avez dit, ça n'a pas pu être fait pour des raisons de délai. Mais je repose la question, nous avions là une belle opportunité de donner un aspect pan-européen à ces élections qui ressemblent beaucoup à une addition d'élections nationales. Donc, malgré ces délais, pouvons-nous espérer que pour 2024, nous pourrons à nouveau avoir une circonscription transnationale? Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, chers collègues, pour cette question. Bon, en fait, clairement, les délais étaient courts pour ces listes transnationales. Et puis, tout un tas de problèmes ont été soulevés par rapport à la représentativité de tous les États de l'Union. Une liste transnationale, on estime que tous les pays doivent être représentés, seulement un pourcentage, seulement en fonction du nombre d'électeurs. Est-ce qu'il faut arrêter un seuil de représentativité des États ? Donc, dans tous les cas, il y avait tout un tas de complexités qui faisaient que ce n'était pas possible de le mettre en place pour 2019. Mais l'espoir est toujours présent pour 2024. Et étant donné que la France s'est placée comme leader sur cette question, là, je crois qu'il est important d'accompagner notre président de la République sur ce thème. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Michel Herbillon. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie Laetitia Saint-Paul de sa présentation qui était parfaitement claire. Nous avons, en ce qui concerne les Républicains, un désaccord que vous connaissez, c'est-à-dire que par rapport à ce que vient de décrire notre collègue Mireille Clapeau, en disant que la circonscription unique est une bonne chose, nous pensons exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que les arguments qui ont été avancés sur une meilleure lisibilité d'une part et la possibilité d'avoir un débat national d'autre part ne s'opposaient absolument pas à la présence de listes régionales et non pas nationales. Parce qu'à l'inverse, le fait que ce soit des listes nationales et une circonscription unique éloigne encore plus, de notre point de vue, le député européen du terrain. Et vous savez très bien que c'est une des préoccupations extrêmement fortes, puisqu'il n'y a pas suffisamment de lisibilité, je dirais d'appropriation par nos compatriotes du mandat de député européen et du rôle du député européen dans sa circonscription, sur un terrain de proximité. Et je doute que la circonscription unique
viennent résoudre cette difficulté. Bien au contraire, je considère que la circonscription unique nuit à la proximité et d'autre part entraîne une extraordinaire politisation du scrutin, pas forcément pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas forcément pour des raisons de débat européen, mais peuvent en tout cas transformer ce scrutin dont nos compatriotes pensent qu'il a tort, qu'il n'a pas d'enjeu, en un référendum pour ou contre les dirigeants des pays en question. Et c'est ça le risque. Et ce risque me paraît extrêmement préoccupant. Je veux dire à Laetitia aussi que le souhait qui était le sien et celui de la République En Marche de liste transnationale, et nous aurions pu faire nôtre cette volonté, n'a pas pu se mettre en œuvre de notre point de vue, pas seulement pour des raisons de calendrier, mais parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à résoudre, tu l'as dit, et je crois aussi de l'opposition d'un certain nombre de pays, dont je crois en particulier l'Allemagne. Enfin, je voudrais juste rappeler, pour mémoire, à mon excellente collègue Mireille Clapeau, que le groupe républicain est aussi europhile et qu'il n'y a pas que la République En Marche qui se trouve par hypothèse favorable à l'Europe, mais il y a ici, dans nos rangs, beaucoup de mes collègues, beaucoup de collègues républicains qui se sont engagés résolument et de longue date en faveur de l'Europe. Merci, monsieur le député. Alors, mon cher collègue, merci beaucoup pour cette question et merci de me donner l'occasion, je l'espère, de vous convaincre de la pertinence d'une liste unique. Donc, comme l'a mentionné Mireille Clapeau à l'instant, c'est une... L'idée de liste unique est une restauration. En fait, la liste a été unique jusqu'en 2003. Et l'idée, c'est que le but de créer des grandes régions, c'était justement un plus grand attachement au terrain. Mais quelque part, entre 2003 et 2018, ces grandes régions n'ont pas fait leurs preuves. En fait, on a fait un essai, on a expérimenté. Eh bien, je crois que l'idée, c'est que quand ça ne fait pas ses preuves, on peut revenir dessus. Et ça avait pas mal d'effets pervers, finalement. Le premier effet pervers, c'est que des fois, il y avait des candidats qui étaient parachutés dans des grandes régions, en tête de liste, sans attachement nécessairement à la région, et qui ne s'implantaient jamais réellement. Laissez-moi développer et finir de vous convaincre. Et il y a la mention aujourd'hui que les députés européens représentent tous les citoyens européens. Finalement, comme nous avons notre assise électorale locale avec nos circonscriptions, nous sommes extrêmement tous attachés à notre circonscription, et nous représentons l'ensemble du peuple français. Là, finalement, ça fait 3 niveaux. Ça fait l'assise locale, finalement, c'est la France, et les députés européens représentent tous les citoyens européens. Sinon, après, on se retrouve avec 3 niveaux. Et quel est le plus pertinent. Donc cette liste unique a un troisième avantage, c'est qu'elle crée une harmonie par rapport à l'Union européenne, puisqu'on est en quête d'harmonie, et on rejoint l'immense majorité des autres pays qui ont fait ce choix d'une liste unique. Donc quand la majorité fait ce choix, c'est peut-être qu'il a fait ses preuves, enfin, je le souhaite, et puis on ne sait pas, comme là c'était une liste unique, on corrige le tir, ça n'a pas porté ses fruits, reparlons-en dans 20 ans. Très bien. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Sylvain Wasserman. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Madame la rapporteure. Au nom du groupe Modem, évidemment, nous soutiendrons ce texte. Sans redire ce qui a été dit et expliqué, moi, je voudrais prendre cette occasion pour soulever 2 points. Le premier, on parle souvent du déficit démocratique au niveau européen. Je voudrais aussi insister sur le fait que, je le disais une fois dans l'hémicycle, le Parlement européen n'est pas moins légitime démocratiquement que nos parlements nationaux. Et je pense que parfois, il faut le redire. Et que, par exemple, dans l'utilisation de la proportionnelle, il y a aussi des choix démocratiques qui sont affirmés et qui sont, à mon sens, très, très, très inspirants. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'il y a eu un certain nombre de consultations citoyennes, une grande démarche pour réinventer notre démocratie européenne, en tout cas réinventer les modèles européens, en tout cas essayer de les co-construire, essayer d'échanger sur le terrain, sur cette dynamique-là. On est dans une situation
on est tous conscients qu'on ne fera pas l'économie j'ai un peu envie de le dire en raccourci, réinventer nos modèles démocratiques. Donc on a besoin de cette réflexion permanente au niveau national et au niveau européen. Et la question qui se pose, comme on la pose aujourd'hui, c'est quel est le rôle des parlements nationaux et quel est le rôle, j'ai envie de dire, la place qu'on doit prendre, la juste place que nos parlements nationaux doivent prendre dans cette logique européenne. Donc peut-être si vous pouvez me donner votre vision sur le sujet. Je crois que c'est extrêmement important de solidifier, et la France le fait peut-être moins que d'autres pays, solidifier, réinventer les liens entre notre Parlement national et nos députés français au Parlement européen. Merci. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Chers collègues, merci pour ce témoignage. J'ai moi-même organisé une consultation citoyenne sur le thème du tourisme à Saumur et qui a suscité beaucoup d'adhésion puisque plus de 200 personnes sont venues. Et je crois vraiment qu'il faut faire preuve de créativité aujourd'hui au point où on en est, parce que j'ai la conviction que tout ce qui nous semble acquis ne l'est pas nécessairement. Et ce qu'on observe actuellement et mon expérience passée au sein des forces m'en convainc et m'en effraie. Pour cette question de lien avec le Parlement européen, je crois vraiment que et je souhaiterais associer notre présidente qui a une forte expérience du Parlement européen et que nous puissions rencontrer nos homologues et organiser peut-être avec la Commission Affaires étrangères des rencontres, organiser cela tous ensemble. Donc, si vous le voulez bien. Bien sûr, initiative absolument à retenir, je suis d'accord. Je donne la parole à Jean-Paul Lecoq, que nous sommes heureux de retrouver, qui nous a quittés momentanément pour cette commission spéciale Brexit, mais il nous a manqué. Oui, mais ça reste... merci Madame la Présidente du fait que je vous ai manqué, c'est très agréable à entendre. Mais c'est vrai que c'est un peu l'actualité, ce débat sur l'Europe, puisque la commission spéciale Brexit est en réunion à l'instant où je vous parle. Je l'ai quitté pour venir vous rejoindre. C'est déjà étonnant d'avoir à travailler sur ce texte, alors que... s'il n'existait pas, ça ne changerait rien dans le cadre de l'organisation des élections européennes en France. Donc on se demande pourquoi. Pourquoi, c'est ma première question. Pourquoi travailler sur ce sujet-là ? Pourquoi être obligé de faire l'approbation de cette décision, puisqu'il semblerait qu'elle soit déjà appliquée en France ? On a eu l'occasion, et dans le cadre du Brexit, j'ai eu l'occasion de le rappeler, cette Europe-là, elle ne fonctionne pas. Cette Europe-là, ce Parlement européen-là est loin d'être un Parlement qui fait vivre et qui fait battre le cœur de l'Europe, puisqu'il parfois il est écouté, parfois il ne l'est pas, par la Commission, par le Conseil, et on a l'impression que les décisions se prennent bien ailleurs qu'au Parlement dans cette Europe. Et j'en veux pour preuve le débat sur les corridors portuaires. On a eu l'occasion d'avoir... que ce soit aux Assises de la mer à Brest, avec la représentante de la Commission des Transports du Parlement européen, qui porte un sujet. Et quand on rencontre la représentante hier de la Commission, elle nous explique, ou avant-hier, elle nous explique que circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, etc. Alors que le Parlement nous explique qu'il y a un sujet. Donc comme quoi, vous voyez, cette Europe ne fonctionne pas. Elle n'est pas le bon choix, le bon... périmètre et le bon modèle pour travailler dans les coopérations internationales en Europe. Et donc, nous, sur le texte lui-même et tout, il est appliqué. Donc, voilà, on aime assez la proportionnelle au Parti communiste. On pense que c'est plus représentatif. Et donc, la notion d'une circonscription, ça a du sens. L'idée que le président de la République voulait imposer au reste de l'Europe, de cette grande circonscription transnationale, c'est en fait l'idée qui dit que, et le rêve de ceux qui portent cette Europe ultralibérale, c'est de faire quelque part des États-Unis d'Europe à l'image des États-Unis d'Amérique, etc., en faisant fi des nations, en faisant fi des cultures, en faisant fi de tout ça. En 2005, le peuple français vous a dit qu'il n'en voulait pas. On a abandonné ce choix populaire et on a fait comme si ça n'existait pas. Les Britanniques ont dit la même chose. Mais eux, ils sont dans une démocratie qui écoute le peuple. Et donc, il n'a pas été question de revenir sur le choix populaire à ce jour. Méfie toujours de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Tout est mouvant. Et ceci dit, voilà, on est dans cette situation-là. Donc, ce texte qui nous est présenté, voilà, on votera. C'est pas un problème. Mais on le votera dans le cadre de l'organisation de ces élections. Mais on tient à rappeler qu'il faut complètement changer cette Europe, qu'il faut donner du pouvoir au Parlement européen.
pour le coup, lui donner des pouvoirs démocratiques, réellement démocratiques. On en a discuté il y a peu de temps sur l'espace démocratique du Parlement européen, et on voit bien qu'il y a tout à faire, et on pense que les choses ne s'écrivent pas comme ça dans notre pays. La pression n'est pas dans ce sens-là, et c'est bien regrettable. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la rapporteure. Mon cher collègue, merci d'avoir interrompu vos travaux Brexit pour être parmi nous ce matin. Bon, tout d'abord, on ne peut pas déplorer d'être trop informé. Je crois vraiment que ça, c'est quand même une erreur à ne pas commettre. Et dans tous les cas, si on la ratifie aujourd'hui, c'est tout simplement pour qu'elle puisse entrer en vigueur à l'échelle européenne. En fait, les parlements nationaux sont saisis pour son entrée en vigueur. Donc, je pense qu'on ne peut qu'en être satisfait, quand bien même la France était peut-être en avance sur son temps et applique déjà les composants de ce texte. Mais dans tous les cas, voilà l'objectif premier de ma présentation de ce matin. Le rôle du Parlement, je crois vraiment que s'il y a une structure sur laquelle il ne faut pas tirer à boulet rouge, c'est vraiment le Parlement, puisque le Parlement et ses membres sont élus démocratiquement. Et je crois vraiment qu'il faut soutenir ce processus d'élection démocratique. Et on n'a pas forcément la même vision par rapport à l'Europe, et on n'est pas obligé de refaire le match d'il y a 15 jours avec Didier Quentin, ici présent aujourd'hui. Dans tous les cas, nous pouvons tous constater, en étant commissaire aux affaires étrangères, à quel point le monde est instable. Et mon expérience passée des théâtres d'opération, quand on a vu Sarajevo, Beyrouth ou Abidjan en guerre, je pense que je le vis vraiment dans ma chair, ce qui se passe actuellement à Paris. Et je le vis très mal, et je pense qu'il faut en appeler à l'apaisement. Et j'ai une conviction intime, c'est que l'union fait la force, et que le chacun pour soi, c'est pas ce qui marchera. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Jacqueline Maquet. Je souhaite revenir sur la dernière partie de votre rapport, et plus particulièrement sur les listes transnationales et le système imprononçable. Je me permets d'ailleurs de regretter le nom de ce système qui devrait être francisé vu l'enjeu, et je pense que Jacques Toubon serait bien d'accord avec moi. Petite parenthèse. Vous énoncez à la fin de votre rapport les difficultés qui seraient inhérentes à la mise en place de listes transnationales, notamment sur le manque de légitimité des parlementaires élus sur la liste nationale et sur la complexité du système à deux voix, c'est-à-dire le fait de voter deux fois, l'une au niveau de la circonscription nationale, l'autre au niveau de la circonscription européenne. Ces obstacles paraissent, à mon sens, pouvoir être surmontés. Il suffit de s'intéresser à nos voisins allemands pour constater que ce système est applicable. Cependant, Madame la rapporteure, ce système allemand, et vous le savez, avait été mis en place lors de la loi fondamentale de 1949 afin d'éviter à une seule formation politique d'être majoritaire. C'est pourquoi l'Allemagne, à une exception près, a toujours eu un gouvernement de coalition à sa tête. Rappelons que dans ce système, nul n'est besoin de voter pour la même étiquette politique dans les deux voies proposées. Il est tout à fait possible de voter pour le candidat d'un parti dans la circonscription classique et pour la liste d'une autre formation politique à l'échelle du Länder. Je passe volontairement sur la complexité des sièges surnuméraires et compensatoires propres à ce mécanisme électoral. Or, à l'inverse, à côté de cette proposition de double voix nationale et européenne, le système viendrait polariser le débat sur quelques têtes de liste, figure de proue à l'échelle européenne. N'arriverait-on pas au risque de coalition contre nature, ce qui aurait pour effet de bloquer complètement les européennes? Par ailleurs, pouvez-vous nous dire que si vous avez eu écho d'éventuelles critiques constitutionnelles françaises quant aux formations politiques qui seraient en capacité de présenter une liste au niveau national sans pouvoir s'affilier au niveau européen ni pouvoir proposer le système, Nous voyons bien actuellement quelle est déjà la difficulté d'organiser un débat entre têtes de liste dans la configuration actuelle. Merci. Merci beaucoup, madame la députée, madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Bon, tout d'abord, je n'ai pas eu d'écho par rapport à une problématique constitutionnelle française. Bon, dans tous les cas, ce projet en est assez balbutiement. Je pense qu'on a tous fait le même état des lieux. Il y a des dysfonctionnements. On peut améliorer la participation aux élections, la représentativité et le fonctionnement de toutes les structures européennes. Et là, tout est à inventer quelque part. On part de quelques fondations. Et je viens de faire la proposition à notre présidente de s'approprier ce thème et pourquoi pas être force de proposition pour ces listes transnationales en 2024.
Enfin, on pourra en redébattre de toute façon. Il faut que vous sachiez tous qu'il y a des résolutions qui ont été votées au Parlement européen en ce sens depuis plus de 20 ans, qui disaient notamment qu'il fallait 10% de sièges qui soient faits au niveau d'une liste transnationale. Donc ce débat est là depuis longtemps et je pense qu'il sera encore là pour quelque temps. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Guy Tessier. Madame la rapporteure, votre rapport aborde le sujet de la diffusion médiatique des élections à venir. Alors, si on peut en accepter le bien fondé, parce qu'après tout, informer est toujours quelque chose de bon, surtout compte tenu, si vous voulez, de l'image, je dirais, assez floue que nos concitoyens ont du Parlement européen. Mais il ne faudrait pas tomber dans les errements de ce que nous avons connu récemment, très récemment, avec un clip gouvernemental qui officiellement était destiné précisément à relancer sur le web la participation au scrutin qui sera là pour mai 2009. Et il s'agissait davantage de propagande, je dirais. C'était un clip racoleur et démagogique. Et donc, ce clip a manifestement été conçu pour dramatiser ce scrutin et pour donner l'impression que c'était un scrutin absolument déterminant, avec une musique très angoissante. Bref, je pense qu'il faudrait quand même éviter ça, parce que je trouve que la ficelle était un peu grosse et ressemblait davantage à un câble, plus qu'à une information et plus à la propagande que de la connaissance de ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la rapporteure. Mon cher collègue, oui, vous l'avez vécu comme tel et c'est votre ressenti et c'est absolument votre droit. Moi, je crois qu'effectivement, quand on constate le Brexit et l'état du monde, enfin, je le martèle peut-être, mais je crois vraiment que l'heure n'est pas au repli. On voit le risque de la puissance, le risque de la faiblesse et tout ça réuni. Je crois sincèrement que pour l'Europe, l'heure est grave. Alors, j'espère avoir tort et peut-être que ce clip dramatisé un peu et finalement, c'est mon souhait. Mais c'est mon souhait. J'espère qu'on a dramatisé un peu, mais j'en suis pas absolument persuadée, malheureusement. Merci beaucoup. Alain David. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, merci pour votre rapport, Madame la rapporteure, et votre enthousiasme pro-européen que je partage. En ce qui concerne le principe de la circonscription unique, on émet des doutes sur le fait que ça va éloigner en quelque sorte les députés européens des électeurs et ils ne seront plus, comme on le dit pour d'autres représentants, hors de portée et hors d'engueulade des citoyens. En ce qui concerne, et puis également qui ne permettra pas une juste représentation des ultramarins, car la liste nationale ne tiendra pas compte de cette juste répartition qui aurait été permise par une représentation régionale. Ensuite, nous avons noté également le projet de répartition, de re-répartition des 73 sièges laissés vacants par le Brexit, à l'occasion du Brexit. Et puis la circonscription transnationale avec ses 46 sièges. C'est une avancée, certes, mais qui mérite d'être examinée de très près. Et puis enfin, pour réenchanter le projet européen, je pense qu'il faut en terminer avec les mesures austéritaires et néolibérales qui, aujourd'hui, contraignent les pays membres à des politiques qui sont de plus en plus contestées par les citoyens des divers pays. Et nous en sommes un exemple frappant. Merci beaucoup, monsieur le député. Il faut éteindre votre micro. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Oui. Mon cher collègue, il y a plusieurs questions dans votre question. Pour les listes transnationales, j'ai évoqué précédemment le fait que les listes régionales n'avaient pas fait leurs preuves et qu'il était bien mentionné dorénavant que les
députés européens étaient députés de tous les citoyens européens et pas seulement représentants de leur pays. Et votre remarque sur la représentation des ultramarins est très intéressante. Je crois que la France est l'un des pays qui va le plus loin sur les questions de parité, de représentativité. Et je crois vraiment, étant donné que tous les partis sont représentés, que c'est un effort qui doit être fait par rapport aux partis et nationaux et européens que cette représentation de ces territoires. Et après, votre postulat, oui, effectivement, on a du pain sur la planche. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Bernard de Flessel. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je vais tout de suite évacuer un argument que chacun connaît ici, qui est que lorsqu'un gouvernement cherche à changer le mode de scrutin, il y voit des visées électoralistes. Donc ça, on met ça de côté et on passe à la suite. Ouais. C'est comme pour les redécoupages. Voilà. C'est une règle absolue. Absolument. J'ai été un peu iconoclaste, mais bon, pour une fois. Je vous rappelle, pour les historiens, monsieur le député, que celui qui a changé le mode de scrutin des européennes s'appelle Nicolas Sarkozy. Mais absolument, mais j'allais vous le dire, Madame la Présidente. C'est pour ça que voilà. On est reparti sur des allers-retours, puisque vous vous en rappelez tous, la première élection au suffrage universel, c'est en 1979. Et depuis 1979, on alterne entre les listes nationales, les régions, les grandes régions, etc. Moi, il me semble que c'est un peu plus déboussolé de nos concitoyens. Et ils n'ont peut-être pas besoin de ça en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 3 arguments. La première, c'est la proximité. Il a été évoqué déjà. Par toi, oui. La proximité. Au moment où on essaye, au moment où l'État, le gouvernement essaye de renouer les fils difficilement avec les territoires, on coupe ce fil un peu plus pour faire une liste nationale. Je trouve que c'est un peu incohérent. Le deuxième argument, c'est les listes nationales. Enfin, on est tous des députés avec quelques expériences. On déplore souvent le fait de ne pas voir souvent les députés européens. Mais avec une liste nationale, chacun sait très bien, tous les partis l'ont fait, de droite comme de gauche, on essaye de recaser ceux qui sont... mais oui, c'est le terme, soyons un peu iconoclastes, encore une fois. Ceux qui sont malheureusement les victimes du scrutin national. Et donc c'est un peu dommage, parce que là encore, on éloigne finalement nos concitoyens de l'élection. Puis il y a un troisième argument qui est peu évoqué, c'est dommage. Au moment où on a redonné aux régions la gestion des fonds européens, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que les régions étaient finalement compétentes, elles étaient responsables, elles géraient en partie les fonds européens pour une proximité avec les territoires. Au moment où on donne aux régions la gestion des fonds européens, on refait une liste nationale, c'est-à-dire qu'on éloigne encore un peu plus les députés qui vont les représenter. Je trouve que c'est dommage. Et puis, c'est peut-être les prémices aussi d'un débat que nous aurons dans quelques mois, peut-être, ou quelques années, sur finalement la proportionnelle pour les députés qui sont les députés nationaux. Et ça, nous y sommes opposés. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la rapporteure. Mon cher collègue, je vois que visiblement, mes nouveaux arguments n'ont pas porté, mais peut-être que vous allez les mûrir. Concrètement, il n'y a que 4 autres pays européens qui n'ont pas de circonscription unique. Donc, je crois que la circonscription unique, par mains aspects, a fait ses preuves. Vous parlez de proximité. Avant d'être élu député, je n'avais jamais vu un député européen de ma vie, de près, de loin, ou peut-être à la télé. Oui, une fois que j'ai été élu député. Donc l'idée de proximité, vous parlez de région, mais en plus les circonscriptions des députés européens ne collaient pas aux régions. Finalement, il n'y avait pas une vraie logique. Elle ne collait pas. Il n'y avait pas une vraie logique territoriale. C'était quand même un découpage perfectible. Donc, la notion de proximité, en tout cas, je prends que mon exemple personnel. Moi, je n'ai jamais vécu de proximité avec un député européen. Et on apprend des choses. Et oui. Alors, je vois que Michel est très doué pour passer des annonces, donc je te laisse la rédaction de cette annonce. Un grand merci. Donc, voilà, moi, j'ai
j'ai pas la conviction de la pertinence des anciennes listes dites régionales avec un découpage un peu à la machette. Merci beaucoup, Madame la députée. Didier Quentin. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je crois que c'est un débat sans fin. Mais le vrai problème, c'est, sans être désobligeant à leur égard, de nos parlementaires de Strasbourg, mon cher collègue Antoine Herth, on ne le dira jamais assez, c'est comment les faire connaître et reconnaître. Parce qu'il faut bien dire qu'il y a un déficit de notoriété notable, sauf pour ceux qui ont été, à l'occasion de leur vie politique, vaincus par le suffrage universel et qui trouvent là une occasion de rebondir, de repêchage. Ce qui ne va pas forcément dans le meilleur sens, d'ailleurs. Alors, nous étions quelques-uns, je pense à Jérôme Lambert notamment, on avait réfléchi à cela et on avait dit pourquoi pour la France, on a... Je vais prendre Monsieur le député, prenez le bon micro pour qu'on vous voit quand vous C'est parlez. pas celui-là? Non, Si, en face de vous. Oui. Ah bon? Ah ben alors c'est décidément... Comme ça, on Tout aura ça est et la déroutant. voix et Là aussi, votre visage, ça sera beaucoup mieux. Là aussi, il y a un problème de recherche de notoriété. Voilà. Bon. Et nous avions imaginé, je prends le nombre de 75. Ah bon, ben alors c'est... Non, c'est voilà. celui-là. Ah bon, alors c'est Herbillon là qui sème la confusion. Alors 75, on aurait pu imaginer 50 circonscriptions européennes, proprement dites, avec un regroupement de départements, 2 ou 3 départements, et puis 25 élus au suffrage universel. Au moins, on aurait su, là je prends notre exemple, que le député européen pour les 2 Charentes, mon cher Jérôme, c'est monsieur ou madame une telle. Bon, alors on nous a opposé qu'il fallait la proportionnelle, etc. Mais la vraie recherche, c'est comment leur permettre d'être mieux connus et reconnus. Est-ce que c'est pour des raisons géographiques, même si on dit tout député est député de l'ensemble, même de l'Union européenne, ou alors peut-être sur des thèmes. Il y en a quelques-uns qui se sont fait connaître, je citerai un seul exemple, pour que ça soit désobligeant pour d'autres pas cités, c'est notre collègue Cadec qui s'est fait connaître sur les côtes parce qu'il est responsable de la pêche, etc. Et lui a acquis une notoriété. Mais les autres, bon, il faut bien reconnaître qu'on ne les connaît pas. La liste nationale peut avoir des vertus. Le problème, c'est qu'on risque de transformer cette élection européenne, ça a déjà été dit par Michel Herbillon, et il y a un grand leader national, membre de cette commission qui ne s'en est pas privé, ça risque d'être un référendum pour ou contre le président de la République actuelle. Et pas du tout lié aux enjeux européens. Je rappelle d'ailleurs que la première percée du Front National et de Jean-Marie Le Pen, pour ne pas le citer, s'était faite à l'occasion d'élections européennes, celle de 1984, mais absolument pas pour des sujets liés aux enjeux européens. Alors voilà quelques réflexions. Je crois que mieux associer aussi les parlementaires européens à nos travaux de parlements nationaux serait une bonne chose. Alors c'est ce qui est censé se faire dans la Commission pour les affaires européennes. On n'a vu que 2 ou 3 parlementaires européens. Je ne vais pas donner leur nom, mais enfin, je les ai bien en tête. Bon, et ça ne s'est pas fait. Et alors, dernière chose, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous aviez en vue avec cette circonscription unique et ces listes transnationales? Parce qu'on peut les imaginer pour le solde là, des parlementaires britanniques à répartir, mais on pourrait même les imaginer à terme pour l'ensemble de l'Europe. Bon, alors c'est gigantesque, parce qu'est-ce qu'on va voter pour des listes avec plus de 700 noms? Ça aurait peut-être un avantage, c'est de faire mieux connaître les regroupements de formations politiques au niveau européen, avec ce qu'on appelle en mauvais français le Spitzenkandidat et autres. L'autre jour, on était quelques-uns allés à Helsinki pour l'élection de notre Spitzenkandidat, soi-disant tel, pour le Parti populaire européen. On s'aperçoit qui connaît le Parti populaire européen en France, si on fait un sondage. J'espère que les membres de votre parti oui, nous, bien sûr, parce qu'on connaissent. est initié dans le bon sens du mot. Mais je veux dire la même chose pour les socialistes, les libéraux, etc. On ne connaît pas ces grandes formations. Alors qu'en fait, pour se limiter au Parti populaire européen, il y avait la chancelière allemande, plusieurs anciens premiers ministres, présidents, etc. Mais on ne les connaît pas. Voilà quelques réflexions. Et dernière chose qu'on avait mis dans notre rapidement, rapport monsieur le député. avec Sébastien Nadeau, le pire danger pour la démocratie, c'est de la croire acquise. Donc il faut toujours être vigilant. Merci beaucoup pour cette dernière phrase de sagesse, Madame la rapporteure. Mon cher collègue, par mains aspects, je rejoins vos conclusions et les conclusions qui étaient les vôtres il y a 15 jours, parce qu'effectivement, rien n'est acquis. Et même si je passe des fois pour catastrophiste en disant mais
La paix, même si c'est plus un argument de vente et pour faire le service après-vente de l'Union européenne, c'est plus un argument auprès de nos jeunes tellement ça va de soi. Et pour énormément de choses, mon expérience me fait dire que en fait tout ce qui va de soi ne le va pas forcément et n'est jamais acquis. Et c'est quand même dommage que cet argument de la paix en Europe ne porte absolument pas. Et je crois que vous avez trouvé les réponses au problème de référendum pour ou contre le gouvernement. Enfin, c'est pas la première année en 2019 que ça pourrait être le risque. Ça fait des années, enfin, à chaque élection européenne où c'est vécu plutôt comme ça. Et cette idée de liste transnationale avec justement des partis européens qui sont très très peu identifiés en France, je crois qu'il faut être lucide là-dessus, eh bien, ça permettrait vraiment de déplacer le débat et que l'épicentre soit bien l'Union européenne et pas la vie politique française. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur. Et j'espère très sincèrement qu'avec la présidente et la commission, nous travaillerons sur ce thème avant 2024 et que nous aurons trouvé une solution à la refonte démocratique de l'Europe que vous nous avez présentée. Merci beaucoup, rapporteur. Antoine Herth. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord commencer par un témoignage sur le contrôle de mon voisin. Il faisait partie de la même délégation qui s'était rendue la semaine dernière en Bulgarie. Nous avons eu l'occasion d'un échange très long avec le président de la République bulgare, évidemment, qui portait sur les questions, les grands enjeux européens et le rôle de la France, très attendu sur le leadership sur un certain nombre de thématiques comme la défense ou l'environnement. En revanche, nous avons aussi pu découvrir au Parlement bulgare la réalité et les clivages et les débats politiques propres à ce pays. Et on pourrait probablement le redire pour l'ensemble des États membres, c'est-à-dire que chaque pays a sa propre alchimie de partis, de débats, de thématiques. Et c'est vrai que l'idée d'une liste transnationale trouve ici une de ses limites, ce qui serait probablement très difficile à expliquer une même thématique, la décliner avec les bons mots vis-à-vis de l'opinion publique. Pour moi, une élection, c'est d'abord cet enjeu-là, c'est d'avoir ce dialogue avec l'opinion, avec les électeurs. Et c'est vrai que la maille régionale qui prévalait jusqu'à présent n'était pas le bon niveau, d'autant qu'on avait quasiment très peu de relais au niveau de la presse. C'est une des grandes limites, je pense, du débat public sur les sujets européens en France. Nous sommes un pays qui est centralisé, y compris au niveau des médias. Et c'est pour cela aussi qu'il me semble que la maille nationale est la bonne maille au regard des enjeux du moment. Nous devons porter l'image de la France dans le cadre des élections européennes. La France est attendue en tant que nation. Mais nous devons aussi porter l'idée européenne vis-à-vis de nos électeurs et le seul moyen, à mon sens, de le faire de façon pertinente et efficace, avec les risques que cela comporte, je ne néglige pas, c'est de le faire au niveau national. C'est dans ce sens-là, je pense que le choix qui a été fait me paraît à ce jour le plus pertinent. La question de la proximité, nous le voyons à travers les événements qui animent nos ronds-points et nos rues en ce moment, et se fait avec des moyens nouveaux qui sont les réseaux sociaux. Rien n'empêche évidemment les futurs parlementaires européens d'en user également. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le député. Madame la rapporteure. Oui, merci beaucoup, chers collègues, pour ce témoignage. Là, je crois vraiment que comme Sébastien Nadeau et Didier Quentin ont travaillé pendant plus d'1 an sur ce sujet, il faut vraiment que ce rapport reste en vie et peut-être, Madame la Présidente, refaire un point dans 1 an et unir autour de ce sujet tous ceux qui le souhaitent, parce que là, on a une belle initiative européenne que l'on peut faire vivre collectivement. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Nous souhaitons longue vie au rapport et au rapporteur, comme vient de le dire Didier Quentin. Et bien sûr, cette question de la refondation démocratique de l'Europe, je ne doute absolument pas qu'elle sera au cœur de la prochaine campagne européenne, bien avant même que notre commission s'en ressaisisse éventuellement, mais tout à fait d'accord avec ce que vous proposez. Jérôme Lambert. Merci Madame la Présidente. J'étais déjà intervenu lors de la présentation justement du rapport que vous venez de rappeler, sur le même sujet finalement, qui est le sujet majeur
dont souffre l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire le sentiment, l'absence de démocratie européenne. Pourtant, on élit des députés. Pourtant, il y a un Conseil européen des chefs d'État, de gouvernement, des ministres, Conseil des ministres européens, qui sont eux-mêmes l'émanation des systèmes démocratiques des États de l'Union. Mais pour autant, le citoyen lambda, et Dieu sait si en ce moment on en voit des citoyens, mais on peut en voir depuis longtemps, hein, pour ma part c'est mon cas, et pour les anciens députés c'est leur cas, qui nous disent depuis des années, quand ils nous parlent d'Europe, l'Europe c'est quoi, qui c'est qui nous représente, qui sont nos députés européens, etc. Et c'est vrai que depuis 1979, j'étais pas député en 79, mais je suis devenu quelques années plus tard, la question se pose, quel que soit finalement le mode de scrutin que nous avons mis en place, les modes de scrutin que nous avons mis en place. Mais il y a un seul mode de scrutin que nous n'avons pas mis en place, moi pour lequel je me bats depuis plus de 20 ans, 30 ans peut-être même, je ne sais plus, mais enfin c'est le mode de scrutin par circonscription. Vous, mes chers collègues, on est tous élus de circonscription. Nos électeurs, peu ou prou, nous identifient, ils viennent nous voir, ils discutent avec nous. Ils ont des représentants directs. Ils nous bottent le cul si ça ne leur fait pas plaisir, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Les députés européens, nul ne les connaît, nul ne les rencontre. Et finalement, ils font ce qu'ils veulent à Bruxelles, à Strasbourg. Voilà. Donc, je vous réitère la position que je défends depuis si longtemps dans cette Assemblée. Et malheureusement, même si souvent je vois des collègues qui hochent la tête et qui disent oui, c'est vrai, mais bon, rien ne bouge et c'est très malheureux parce qu'on sera toujours devant ce même problème tant qu'on aura la proportionnelle à ces niveaux-là. Moi, j'ai rien contre la proportionnelle locale. Quand on connaît encore ses élus, on peut élire à la proportionnelle. Mais alors, dès qu'on atteint des sommets nationaux, européens, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la rapporteure ? Oui, chers collègues, dans tous les cas, nous, sur nos circonscriptions, on représente l'ensemble des Français. Finalement, sur la circonscription France, les députés européens représentent l'ensemble des concitoyens européens. Finalement, c'est un changement d'échelle qui a sa logique. Et j'ai jamais dit que vous aviez dit le contraire. Et à la question, c'est quoi l'Europe ? Bon, alors, je ne crois pas que nous ayons 8 mois devant nous pour y répondre, puisqu'il nous reste quelques instants, je crois, Madame la Présidente. Dans tous les cas, je vais bientôt poser une question orale sans débat à Nathalie Loiseau, parce que je commence à découvrir le nombre d'enveloppes fléchées France que la France consomme à 10%, alors que c'est bien fléché France, et à la fin de l'année, c'est reversé à l'Union européenne, finalement, au pot commun. Et pourquoi on ne les consomme pas ? Parce qu'on se rajoute des couches et des couches d'administration, le CERFA B28 72 bleu et le 74 vert, et ce qui fait qu'on n'a jamais accès à ces aides, alors qu'elles sont bien pour nous, nos concitoyens, et elles pourraient donner une vision concrète de ce qu'est l'Europe et de ses objectifs. Donc là, ça c'est un de mes combats, parce que je trouve ça horripilant, et j'ai décidé de m'en saisir. Donc comme ça, on pourra montrer concrètement c'est quoi l'Europe. Merci beaucoup. C'est évident qu'il faut une réforme sur la gestion des fonds et il faut en particulier peut-être éloigner cette gestion de Bercy ou des décisions de Bercy. En tous les cas, c'est mon point de vue. Bruno Fuchs. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Merci. Avec votre rapport, nous sommes au cœur de la problématique de la représentation démocratique, qui est celle qui nous anime depuis plusieurs semaines, mais qui est celle qui anime nos réflexions vis-à-vis de l'Europe depuis des décennies. Vous l'avez dit dans votre rapport, l'accord, le consensus en tout cas est introuvable depuis 1976. Distance importante entre le citoyen et l'institution. Participation très insuffisante également lors des scrutins. Alors on a parlé ici du mode de scrutin. Petite réflexion avant d'arriver à ma question, c'est que ce soit des listes nationales ou régionales, la question vis-à-vis du vote sanction par rapport à l'équipe dirigeante ou pas sera la même. Donc je ne pense pas que cet argument porte en termes de liste nationale ou de liste régionale. En revanche, on n'a pas posé encore la question de la façon de voter.
L'article 4 propose différentes modalités, des évolutions, par exemple le vote par correspondance, le vote électronique ou le vote en ligne. Sur le vote en ligne, je crois que seule l'Estonie l'applique depuis 2005. Y a-t-il des résultats, notamment liés à la participation, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais est-ce qu'on pourrait avoir des éléments sur la relation, le lien entre le citoyen et l'Europe, non pas par rapport au type de circonscription, mais par rapport à la façon de voter? Merci beaucoup, monsieur le député. Oui, merci, chers collègues. Effectivement, il n'y a plus que l'Estonie qui ait fait ce choix, mais l'Estonie est très, très en avance sur toutes les questions de numérique. Et c'est aussi pour ça qu'elle est, elle est vulnérable par mains aspects aux attaques cyber. Et de nombreux pays, nous, on avait fait le choix du vote par correspondance qui n'avait pas porté ses fruits, qui n'avait pas fait ses preuves, d'où le choix des procurations. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien en France. Et tous les pays européens qui ont fait des choix diversifiés entre le vote numérique, le vote par correspondance, eh bien, ils en reviennent parce que ça n'a pas fait ses preuves, ça n'augmente pas la participation, il y a trop de risques de piratage et ce choix ne s'est pas avéré pertinent chez nos partenaires. C'est pour ça que nous ne nous entêtons pas dans cette voie. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Pardon. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. D'abord, merci d'avoir organisé cette série d'échanges sur cette élection qui aura lieu dans quelques mois maintenant. Et très sincèrement, je pense que c'est le seul lieu où j'ai pu en entendre parler et parler moi-même d'une manière détendue, sans se mettre dans tous les états. Et je voulais vous remercier de cela. Ensuite, je me demande pourquoi 1 million d'euros pour constituer une liste aux européennes. Est-ce que c'est pas trop peu? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre 4 ou 5 millions pour qu'au lieu d'avoir les 4 listes annoncées, on n'en ait plus qu'une ou deux peut-être? Je pense que ça, c'est un élément. Moi, je l'appréhende puisque j'ambitionne de constituer une liste, mais je peux vous assurer que ça a de quoi refroidir plus d'un citoyen moyen. Et pourtant, la démocratie est ouverte, en théorie, à tous les citoyens et doit coûter le moins cher possible. Sans compter qu'ensuite, si cette liste arrivait à trouver 1 million d'euros au soleil, encore faudrait-il assurer sa promotion. Et là, je crois qu'on peut faire confiance aux médias dont nous disposons pour ne se polariser que sur les 4, peut-être 5 listes qui seront officielles, les autres étant bien entendu officieuses. Alors il est évident que ceci ne fait pas progresser la notoriété de l'Europe auprès de l'Union européenne, auprès de nos concitoyens, parce qu'ils ne savent déjà pas comment on a une chance d'y parvenir. Pour le reste, je rejoins totalement mon collègue et il faudrait peut-être s'inspirer de notre propre histoire et de l'installation et de l'implantation de l'enracinement de la République dans notre territoire. C'est bien entendu l'élection par circonscription. Parce que sinon, dans un pays comme le nôtre, l'actualité nous le rappelle, ça ne pourra jamais marcher. Vous disiez, madame, que vous aviez beaucoup d'efforts à faire, mais c'est peut-être parce que vous voulez les faire toutes seules ou trop peu nombreux. Moi, je suis très disponible. Le problème, c'est que depuis que je me suis... Depuis que je me suis lassalisé, ou qu'on m'a lassalisé, je ne suis plus invité à rien. J'ai pourtant fait le Tour de France à pied, j'ai pourtant fait sur le conseil très avisé de Marielle de Sarnez un tour d'Europe. J'ai ma petite idée sur la question. Le seul problème, c'est que personne ne me demande jamais rien, mais je suis disponible. Voilà, je voulais simplement vous dire que c'est une bonne chose, Madame la Présidente. Monsieur le député. Madame la rapporteure. Mon cher collègue, merci pour cette... Déjà, je remercie Michel pour son efficacité. Et comment dire, j'avais proposé que
l'on soit plusieurs collègues à traverser ensemble. Ah oui, chers collègues, vous n'étiez pas arrivés, c'était une boutade. Monsieur Lassalle, oui, il m'écoute. Madame la rapporteure, répondez Oui. donc aux députés. En fait, j'ai suggéré au début de cet échange que tous ceux qui souhaitent s'agréger autour de ceux qui ont le plus travaillé sur ce sujet, autant Sébastien Nadeau que Didier Quentin, on puisse travailler ensemble sur toutes ces questions de refonte démocratique et refaire un point tous les ans au sein de la Commission pour vraiment se saisir des questions européennes, puisque nous sommes convaincus du sens à donner et de s'en saisir. Donc si vous le souhaitez, moi je souhaiterais volontiers œuvrer avec vous et prendre un café. Là, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Clémentine Autain. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, voilà 2 séances d'affilée où nous parlons de... Ouais, je sais pas. La parole est à Clémentine Autain et à elle seule. Merci. Voilà 2 séances que nous parlons donc de l'Union européenne en pointant la question de la défiance démocratique à l'égard de l'Union européenne. Et j'ai quand même le sentiment que les rapports ou propositions qui nous sont soumises sont vraiment une goutte d'eau au regard du défi que rencontre aujourd'hui l'Europe, de la panne, de l'impasse assez tragique d'ailleurs dans laquelle se trouve l'Union européenne. Je dis tragique parce que on sait bien que dans le cadre de la globalisation, nous avons besoin d'une échelle pertinente, large, pour affronter les défis qui nous attendent. Et pour autant, la façon dont l'Union européenne fonctionne, ou plutôt dysfonctionne, ses choix, son orientation, son incapacité à répondre aux aspirations des Européens, nous met littéralement dans le mur et pose une question majeure qui est la question de la souveraineté. Je vais prendre un exemple tout récent, c'est-à-dire que là, on parle des listes, etc., mais il faut quand même comprendre qu'on est dans un cadre de diplomatie entre États. On n'est pas sorti de la diplomatie entre États. Et la question était posée de taxer les GAFA. Vous savez que c'était dans le débat public, que la France était pour le coup plutôt moteur, mais qu'elle vient hier de canner devant Angela Merkel et qu'au fond, les Français, pas plus que les autres peuples européens, ne sont associés à cette décision. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe parce que le Parlement européen est l'un des plus transparents en réalité dans ces décisions. C'est-à-dire qu'il y a un accès sur le papier qui est un accès extraordinaire, peut-être même encore plus que le Parlement français. Et pourtant, le sentiment d'opacité est total parce que les débats qui s'y jouent échappent aux populations. Ça se joue dans la diplomatie tout à fait opaque entre les États et qu'on a vraiment l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité, que ça se joue totalement en dehors de la décision des peuples. Donc on peut changer un mode de scrutin, on peut l'améliorer, on peut pas de souci, mais si vous voulez, tant qu'on n'aura pas une démocratie vivante et surtout un projet, parce que c'est ça qui va créer de la dynamique. Je veux dire, la panne, elle est liée au projet. Elle est liée à 30 ans de politiques qui ont abaissé les capacités de vivre dignement et librement pour les populations. Les inégalités se sont creusées, c'est ça la réalité. Et donc la dynamique même et le sens même de cette Union européenne est aujourd'hui littéralement dans le mur. Et c'est pourquoi vous avez raison, le 20 décembre, quand nous aurons le débat au sein du Parlement, sans doute sera-t-il question de ce dont nous allons débattre à l'occasion des élections européennes elles-mêmes. Merci Madame la députée. Madame la rapporteure. Alors oui, chers collègues, dans tous les cas, je crois que l'échelle européenne, c'est l'échelle nécessaire pour réussir à faire face aux grands enjeux tels taxer les GAFA. Il n'a jamais été question qu'on revienne sur cette ambition. Et pris isolément, chaque pays n'aura vraisemblablement pas le poids suffisant pour atteindre un niveau de taxation des GAFA qui est souhaitable et qui est absolument toujours souhaité par notre majorité. Ça ne fait pas un pli. Et c'est un combat qu'on s'est tous approprié. Et cette fuite de ces immenses multinationales face à l'impôt, alors que c'est un sujet crucial et nous le vivons tous dans notre quotidien, eh bien, vraiment, je tiens à préciser aujourd'hui que c'est un combat qu'on s'est toujours approprié, on ne revient pas dessus, et que l'échelle pour le conduire, c'est l'échelle européenne.
Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Pierre Cordier. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Très rapidement, pour rebondir sur vos propos, on avait évoqué avec Maurice Leroy il y a quelques semaines la question de la consommation de ces crédits européens et la non-consommation plus précisément avec, et vous l'avez dit, des documents souvent lourds, fastidieux pour celles et ceux qui veulent récupérer quelques crédits. Étant élu d'un département frontalier, je peux vous dire que nos amis belges, wallons, sont très bons sur la consommation des crédits avec des structures qui regroupent toutes les collectivités locales, etc. Enfin, les collectivités locales, je connais plus la Wallonie que la manière dont les choses se passent en Flandre. Mais voilà, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être bon de notre côté. Et Maurice Leroy avait été aussi sensible à ces remarques qu'on avait pu faire à l'occasion de la présentation de son rapport. Le deuxième élément, c'est plutôt une anecdote. Comme nombre des personnes qui sont présentes ici, nous rencontrons des citoyens. On le fait habituellement, bien entendu, dans nos permanences. Mais c'est vrai que l'actualité du moment veut qu'on aille ici et là rencontrer des personnes dites gilets jaunes. Et j'évoquais cette question de l'Europe et la question de la paix par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure avec Michel Herbillon et Bernard de Flessel sur les choses qui ne sont jamais acquises. Et je disais, effectivement, cette Europe, elle est loin d'être parfaite, je suis le premier à le dire, mais au moins, elle est un gage de paix, au moins depuis 70 ans, ce qui est déjà pas mal et ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'Europe, je veux quand même le dire. Et quand j'ai évoqué le fait que 3 générations n'avaient pas mis de baïonnette au bout du canon et que c'était déjà pas mal, moi qui suis ardennais avec quand même une terre en 1870, en 1914 et en 1940 où les Allemands sont passés 3 fois au même endroit, je vais vous dire quand même qu'on a été marqué par ça. Et la réponse qui m'a été faite, oui, mais vous savez, monsieur le député, comme ma grand-mère disait, après une bonne guerre, il y a toujours une reprise économique. Donc il a fallu, effectivement, gentiment mais fermement, que je fasse de nouveau état de mon point de vue par rapport à cette période de paix dans cette Europe imparfaite, et on est tous d'accord là-dessus. Il n'en demeure pas moins que pour les gens qui ont été marqués par ces conflits, c'est des éléments très importants, je voulais le rappeler ici. Merci beaucoup de ces mots, monsieur le député. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Donc, pour le premier point, alors, non mais le non-accès des enveloppes fléchées France me rend folle. Là, je rencontre les négociants en vin du Saumurois qui me disent, on le voit bien sur les salons internationaux, tous les Italiens, les autres pays européens arrivent à avoir tous les fonds, arrivent à être compétitifs, arrivent à se placer. Nous, ça nous coûte plus cher de monter le dossier que l'aide qu'on aura au final. Et je mets en œuvre au sein de ma circonscription, c'est une initiative européenne, ça s'appelle Un fruit à la récré. Ça peut paraître simple, mais il y a une vraie vocation économique, écologique et sociale. C'est que tous les enfants aient au goûter un fruit, donc financé à 100% par l'Union européenne. Mais alors, j'ai affronté une montagne administrative et au bout de 18 mois, ça fait 18 mois que je suis dessus, la ville de Saumur pourra offrir, via un budget 100% financé par l'Europe, un fruit à la récré aux écoles primaires. Mais il m'a fallu 18 mois et la France consomme 10% de son enveloppe. Et ça, c'est inadmissible. Il y a une volonté politique, des idées, des ambitions et qui sont noyées sous la technocratie. Enfin, moi, ça m'insupporte. Alors... les préfectures de région, donc l'administration déconcentrée de l'État, les SGAR, etc. Prenez le micro, monsieur le député. Excusez-moi, Madame la Présidente, je sais qu'on n'a pas l'habitude de couper la parole, je vous prie de m'excuser. Voilà, simplement par rapport à cette technocratie, c'est les secrétariats généraux aux affaires régionales qui ont les choses en main. Donc l'administration déconcentrée de l'État, c'est là qu'il faut appuyer. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et donc, par rapport à ce que vous évoquez, j'y souscris. Mais je pense, Madame la Présidente, par rapport à ce qui a été évoqué en commission avec Maurice Leroy, on a vraiment un rôle à jouer sur cette question si on veut avoir de la lisibilité et dire à nos concitoyens, voilà, tel projet, il a été financé à telle hauteur par l'Europe. Et c'est ça qui fera que l'Europe sera davantage aussi acceptée. S'il y a des crédits qui reviennent sur les territoires, c'est là qu'on percevra l'utilité réelle de l'Europe. Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis comme la rapporteure, absolument outrée de la façon dont ça se passe sur le terrain depuis des années. Évidemment qu'il faut le réformer, parce qu'il suffit de voir les pays et les régions voisines, et celles qui fonctionnent absolument différemment de nous. Mais je dis qu'il y a aussi la question de Bercy, qui évidemment retient l'argent, je veux dire, d'une certaine façon. Et donc, ce sont des questions à poser au niveau d'une réforme, à mon avis, globale
de la manière dont on gère ces fonds pour qu'ils bénéficient effectivement au terrain. Vous avez 1000 fois raison. On valide tous ceci. Madame la rapporteure, vous voulez ajouter un mot ? Je m'en suis saisie et je lâche pas le morceau. Donc ceux qui souhaitent s'y associer, c'est au calendrier parce que il faut enlever le. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, je suis branchée. Vas-y. Oui, donc je m'en suis saisie. Ma question orale sans débat a lieu la semaine prochaine et je compte vraiment pas lâcher le morceau. Et je supporte pas qu'on se tire une balle dans le pied à ce point. Et c'est des projets concrets, porteurs, qui peuvent susciter l'adhésion et qui facilitent la vie quotidienne de nos concitoyens. On ne peut pas passer à côté. Et merci pour vos propos parce que moi, il me touche et je crois qu'on ne le répétera jamais assez que c'est pas acquis. Et j'ai vraiment été extrêmement choquée de ce qui s'est passé à Paris dimanche. Alors, je ne sais pas si je fais un stress post-traumatique, mais je me suis revue à Beyrouth à voir au rez-de-chaussée des immeubles habités un trou d'obus entre 2, 3, 4, 5e étage et un 6e étage encore habité. Et moi, je me sens extrêmement proche des Libanais. On a souvent dit que c'était notre petite sœur. On a énormément de choses en commun. C'est une civilisation très avancée et la barbarie peut frapper et peut même frapper chez nous. Alors, vraiment, rien n'est acquis et j'espère que la France va s'apaiser. Merci beaucoup, Madame la députée. Je veux dire à Pierre Cordier que je pense que nous pourrions utilement consacrer une audition à la question de la gestion des fonds, avec un certain nombre de pays européens, de représentants de régions voisines européennes qui pourraient nous donner les bonnes pratiques chez eux. Et je trouve que ceci serait peut-être utile, si vous en êtes tous d'accord. Hein ? OK. Alors, Michel Herbillon et Jean-Paul Lecoq veulent revenir pour un mot. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Deux choses. Je pense que notre collègue rapporteur Laetitia a eu vraiment raison d'évoquer la question des consommations et des crédits européens. Et vous venez, Madame la Présidente, de faire une très bonne suggestion. Vraiment, je m'étonne qu'on soit dans cette situation-là. Et ça serait quand même utile, peut-être faudrait-il faire venir Madame Loiseau à ce sujet ici en commission, parce que c'est quand même, me semble-t-il, le job des ministres des Affaires européennes, elle et ses prédécesseurs, de régler cette question-là. Et j'ajoute qu'en plus, ça aurait un avantage énorme, ça serait de rapprocher l'Europe de nos concitoyens, parce qu'ils verraient de manière concrète l'utilisation des fonds européens. Je pense qu'on est dans une situation assez particulière en France à ce sujet, puisque, vous le savez bien, et notre présidente le sait mieux que quiconque, dans un certain nombre de pays européens, très régulièrement, sur le terrain, il y a des panneaux qui informent de l'utilisation des fonds européens et de la réalisation d'un certain nombre d'investissements pour les gens, pour les régions, dans lesquelles on indique que ça a été financé grâce aux fonds européens. La deuxième chose, je ne sais pas si notre présidente en a convenance. Vous avez fait, chère Laetitia, une sorte de teasing en rappelant que notre présidente a été députée européen et une excellente députée européenne. Écoutez, on va interroger l'Académie française, Madame la Présidente. Une excellente. Ah, j'étais sûr, je l'ai fait par provoque. Tout de suite, tout le monde répond, donc ça va, c'est réussi. Donc je veux. Vous avez été une excellente députée européenne, et j'aurais envie de vous demander. Je ne sais pas si vous en avez convenance ici ou plus tard dans une autre instance, à l'instar des choses vues de Victor Hugo, que vous nous disiez votre perception du lien entre la députée européenne que vous avez été et le lien de proximité et le système électoral tel qu'il est aujourd'hui, tel que vous l'avez connu, et surtout, est-ce qu'il y a une différence dans votre perception, dans votre appréciation par rapport à vos collègues d'autres pays européens. Je trouve que ça serait intéressant que vous nous disiez ça, ces choses vues, non pas sous forme de récits, de libellés et de notes, comme l'avait fait Victor Hugo dans Choses vues, mais peut-être ici, dans notre commission, parce que je trouve que ça serait intéressant à l'occasion de ce débat que nous avons et à l'occasion des futures élections européennes, que vous nous fassiez part de votre expérience.
Merci beaucoup, monsieur le député. 2 mots simplement pour dire que les 2 parlements ne sont absolument pas comparables, le Parlement national et le Parlement européen, qu'il y a, au fond, au Parlement européen, un pouvoir beaucoup plus important qu'on ne le pense, que c'est un Parlement qui est ce qu'on appelle en codécision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule décision prise par le Conseil et la Commission sans que le Parlement ne donne son accord. Donc c'est pas du tout... Alors après, on n'a pas... La Commission n'est pas un gouvernement élu et on n'a pas évidemment les mêmes institutions. Mais ce système de codécision est un système qui oblige au fond à faire des consensus les plus larges possibles au Parlement, donc à travailler très longtemps en amont sur les textes, assez différents de chez nous, très longtemps en amont sur les textes, à travailler tout groupe confondu quasiment, en tous les cas une très très large majorité, pour peser le plus possible et pour amener la Commission et le Conseil sur les positions du Parlement. Donc c'est un mode de fonctionnement très différent. Et quant à mon expérience personnelle, j'ai conduit la liste 3 fois, je crois, en Île-de-France. C'est une région de 12 millions d'habitants dont j'ai été l'élu. Il est évident que la proximité avec 12 millions d'habitants, c'est une question. Voilà. Alors, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente de me redonner la parole, mais d'abord, on est là, on a un projet de loi à ratifier et il me semble que dans notre Parlement, on a une commission des affaires européennes. Donc je pense que les sujets qui concernent les fonds européens, etc., ça relève plus de la commission des affaires européennes plutôt que peut-être de la commission des affaires étrangères. Ça, après, on peut se saisir de tous les sujets, mais voilà, j'en ai d'autres d'ailleurs si vous voulez qu'on se saisisse de sujets. En ce moment, sur la proportionnelle, par exemple, sur les barrages, les Gilets jaunes parlent de la proportionnelle. Donc vous voyez, comme quoi ils ne parlent pas forcément de circonscription. Non mais ça, si on veut se saisir de sujets, aujourd'hui on a quelques-uns à se saisir sur les choses. Moi je voudrais revenir sur le fait que nos concitoyens, et notamment ceux et je pense aux entreprises, je pense au port du Havre, quand il a besoin de parler à l'Europe, eh ben, il ne parle pas aux députés européens. Il décide d'ouvrir un bureau à Bruxelles. Il décide de mettre une task force sur place pour interpeller la Commission, le Conseil, les fonctionnaires européens, considérant que les décisions, elles se prennent là. Eh bien, le temps qu'on aura une Europe dont le regard des citoyens, des entreprises, etc., considérera que les décisions, elles se prennent sous la forme de lobby et pas dans l'espace démocratique, bon, on pourra toujours faire les circonscriptions nationales, etc. Ça ne sert à rien, puisque de toute manière, les citoyens européens, et puis il y a une multitude de reportages télévisés qui ont démontré ça, ont mesuré que les décisions, elles ne se prenaient pas. Les décisions qui concernent leur quotidien, elles ne se prenaient pas forcément au Parlement ou quoi que ce soit, et elles avaient un autre axe. Et donc c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui va mal. Et c'est ça qu'il faut changer. Et pour l'instant, bon, ce texte-là ne propose pas de changer ça. Mais peut-être que le Parlement européen, nouvellement élu, aura le souci d'être en phase avec les désirs des peuples. Et peut-être qu'il imposera d'autres règles de vie au Parlement européen et dans l'Europe d'une manière générale. Merci beaucoup, monsieur le député. Bernard de Flessel. Oui, merci Madame la Présidente. Juste d'un mot, je rebondis en fait sur la discussion qu'on vient d'avoir à l'instant avec la rapporteure sur la consommation des fonds européens. C'est un vrai sujet, un beau sujet. Mais ce que je disais à l'instant, tout à l'heure dans mon propos, c'était de dire que, bon sang, il y a quelques années, on a dévolu aux régions une grande partie des fonds européens. D'accord ? Bon. Et donc, et aujourd'hui, on coupe le lien finalement avec les élections des députés européens par région pour les remettre sur une liste nationale. Et donc, on va reperdre ce lien. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je vais parler pour ma paroisse. Je suis en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis conseiller régional. Le président de la région, il est député européen, c'est M. Muselier. Eh bien, depuis qu'il est président de la région, il a mis un lien direct avec Bruxelles et Strasbourg, et nous captons et nous consommons énormément de fonds européens parce qu'il est député européen et parce qu'il est président de la région. Et il y a un vrai lien. Demain, M. Muselier ne sera plus député européen. On aura des députés européens qui viennent de Brest, du Limousin ou de je sais d'où. Ça m'étonnerait qu'il pose le même regard sur la consommation des fonds européens dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, monsieur le député. Amélia Lacrafi.
Merci Madame la Présidente, merci chers collègues. Je veux aussi rebondir sur les fonds alloués européens. J'en ai déjà parlé à Madame la Présidente. La francophonie est un sujet, parce que moi qui ai accompagné beaucoup de start-up sur les financements de leur innovation et recherche, je crois que sur le nouveau PCRD, c'est les programmes cadres de recherche-innovation, le nouveau s'appelle Horizon 2020, il y a plus de 8 milliards d'euros alloués à la recherche et une grosse partie fléchée sur les PME, sauf que les dossiers sont en anglais. Les experts à Bruxelles sont français. Un de mes anciens employés y est. Il parle français et il doit valider des dossiers en anglais. Donc, que ce soit la société qui fait le dossier ou l'expert qui valide, les deux ne sont pas totalement anglophones parce qu'ils ne sont pas natifs. Et beaucoup d'entreprises, des TPE et des startups se coupent de ça parce que les conseils les accompagnent et leur demandent 30 000 € pour monter le dossier, pour le traduire en anglais. Donc, moi, je sais parler anglais, mais je suis incapable de rédiger un dossier recherche, développement très techno, très technique, et scientifique en anglais, j'en suis incapable. Donc on coupe beaucoup d'entreprises sur ces budgets. Pour rebondir sur ce que disait mon collègue, je ne suis pas sûre que ce soit que la Commission européenne. Pourquoi ? On a des outils comme EEN, donc Entreprise Europe Network, et là c'est un outil européen qui accompagne des entreprises, des PME dans 60 pays. Donc c'est l'Europe ultra élargie. Merci. Madame la rapporteure. Oui, ma chère collègue, en quelques mots, je suis choquée d'entendre ça, puisque le français et l'anglais sont les deux langues de travail officielles des institutions internationales, et on ne peut pas l'accepter, en fait. Donc, je veux bien qu'on travaille ensemble, et que ce soit dans le cœur de ma question de la semaine prochaine, entre les aides, les freins qu'on n'a pas à admettre en tant que langue de travail officielle, et unir nos forces. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'il ne faut pas cliver entre les affaires euro, affaires étrangères. C'est même un sujet qui peut être saisi à l'échelle de tous les députés, les questions qu'on vient de soulever. Mais on proposera, je verrai avec ma collègue des affaires européennes comment on peut faire un travail utile ensemble et à vous proposer éventuellement de regarder sur le fond, au fond, quel regard on peut avoir avec un certain nombre d'invités européens sur cette question. Je trouve que ça serait intéressant et peut-être qu'on peut le faire ensemble. Donc, je vais lui en parler. Nicolas Dupont-Aignan. Oui, je voulais juste rebondir sur l'affaire des fonds européens. On entend ça depuis des années, comme d'ailleurs la crise de la démocratie. Mais je croyais que le principe de l'Union européenne, qui a été complètement dévoyé, était le principe de subsidiarité. Et je ne vois pas, désolé Madame la rapporteure, l'intérêt que la ville de Saumur, je crois, d'offrir des fruits aux écoliers de la ville de Saumur passe par l'Union européenne. C'est complètement délirant. D'ailleurs, on s'aperçoit, on parle tout le temps de fonds européens. Les Français qui sont à court d'argent, on le voit en ce moment, vont comprendre rapidement que les 9 milliards nets que nous donnons à cette organisation qui nous fait tant de mal, ces 9 milliards nets, nous sommes le deuxième contributeur, que si l'on regarde les prévisions de la Commission pour le prochain paquet budgétaire, qui sera d'ailleurs, si j'ai bien compris, adopté avant l'élection du Parlement européen de mai prochain, prévoit, si l'on calcule les prévisions, une contribution de la France qui irait entre 12 et 14 milliards, contribution nette. Alors quand on va dépenser 12 à 14 milliards nets pour une organisation dont on ne retrouve même pas un certain nombre de fonds, on peut comprendre l'exaspération de nos concitoyens. Et s'il y a une économie à faire dans les budgets, c'est bien là-dessus, où on ne pourra pas continuer à être le pays qui contribue le plus par habitant, avec d'ailleurs l'Allemagne, je crois. Madame la rapporteure. Oui, chers collègues, je reviens sur cette initiative du fruit à la récré. Bon, moi, ce qui me paraît délirant de manière générale, c'est qu'on consomme 10% de nos enveloppes. Enfin, ça, c'est ce qui me paraît le plus délirant. Après, pour avoir épluché le dossier pendant des mois, je trouve que c'est pas délirant, cette idée. Enfin, c'est peut-être assez symbolique, mais le but, c'est de développer l'alimentation en circuit court. Enfin, Monsieur le député... En fait, ça développe le circuit court, ça porte le bien manger, parce que les questions alimentaires... Non, mais je ne dis pas que vous ne partagez pas, mais que l'Europe se saisisse de ces questions, c'est aussi une façon de montrer une certaine proximité. En fait, il y a un peu de schizophrénie. C'est trop loin, c'est trop près, c'est pas assez près. C'est comme si l'Europe n'était jamais capable de se placer au bon niveau. Je crois que là, ça montre une proximité.
Pour tous les concitoyens européens, on estime que l'alimentation des enfants, c'est primordial, c'est un enjeu de santé et il y a l'enjeu écologique, économique à travailler en circuit court et ça donne une proximité. Alors ça peut vous sembler artificiel, mais moi je trouve que cette initiative a du sens. Monsieur le député. Je ne remets absolument pas en cause le sens de cette initiative. Mais est-ce que le rôle, par exemple, de l'Union européenne, c'est de pas de définir des normes de pesticides au niveau de l'Union européenne pour qu'il y ait une concurrence loyale et qu'ensuite les initiatives de manger des fruits à Saumur ou à Pétaouchnok, ce ne soit pas le niveau de l'Union européenne. Parce que si les dossiers ne sont pas consommés, si les crédits ne sont pas consommés, c'est bien parce qu'on a créé une usine à gaz. Donc est-ce que la subsidiarité ne devrait pas revenir au cœur du projet européen? Ça me paraît tellement une question de bon sens. Ne confondons pas les échelles. Et justement, c'est pas parce que vous allez donner des fruits aux gamins de Saumur qui vont aimer l'Europe, si au même moment, il y a des normes absurdes qui sont pleines de pesticides. Donc l'Europe sera aimée quand elle sera efficace, pas quand elle voudra montrer quelque chose. Le langage que vous exprimez, d'ailleurs, très intéressant. Il faut montrer. L'objet, c'est pas de montrer, c'est de gouverner au bon échelon. Merci, monsieur le député. Je rebondis sur une chose que vous avez dite sur le cadre financier pluriannuel, qui est, pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui sont ici, au fond, les décisions du budget de l'Union européenne pour les années à venir, de 2021 à 2027. Je suis en désaccord avec cette idée. Je vous le dis que le Conseil européen les adopte avant les élections. Je l'ai dit dans notre hémicycle quand nous avons débattu du rapport sur l'Europe et sur la refondation démocratique. Et j'espère qu'il faut tous qu'on soutienne cette idée ici, qui n'est ni légitime ni démocratique, que le Conseil prenne une décision avant des élections européennes sur, au fond, les marges de manœuvre de ce prochain Parlement européen. Et ça me semble assez simple et ça me semble très important en même temps. Donc si toute la Commission pouvait soutenir cela, je trouve que ce serait très bien et on le ferait savoir. Philippe Michel Klesbauer. Oui, merci Madame la Présidente. Je viens moi aussi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors Monsieur De Fessel est sorti, mais le président Guy Tessier pourra peut-être lui transmettre mon message. Mais si les régions sont sous-consommatrices de crédits européens, et c'est le cas de ma région, c'est pas faute au scrutin et au mode de scrutin, puisque nous avons tout essayé, que notre région est très déficitaire depuis longtemps, même si depuis peu notre consommation de crédit s'améliore un peu. Mais nous avons créé des agglomérations à des tas d'endroits dont nous justifions qu'elles allaient permettre d'accéder à ce type de dossier. Et on voit bien que dans les recrutements, elles ont pris plus des recrutements à la base que de cadres qui nous permettaient de faire ce lobbying. Aujourd'hui, rien ne nous interdit d'être efficace et de renforcer la région, comme l'a fait le président Muselier, vous l'avez dit, pour aller chercher des subventions au niveau de l'Europe, ce qui allégera considérablement ces dépenses et qui permettra de mieux redistribuer via les collectivités qui ne peuvent pas accéder à ce type de lobbying. Donc je ne crois pas que le mode de scrutin qui est objet de nos débats aujourd'hui soit une des causes de notre sous-consommation de crédit européen. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la rapporteure, un dernier mot et on s'achemine à la fin de ce premier débat, puisqu'ensuite on va écouter Hervé Berville. Oui, effectivement, chers collègues, nous avons élargi le débat, mais je crois qu'il méritait d'être élargi puisque tout le monde s'en est saisi. Merci pour ce mot de la fin. Alors, je vais maintenant, on va passer au vote. La commission est-elle d'avis d'adopter le projet de loi numéro 1355? Qui est d'avis de l'adopter? Qui est d'un avis contraire? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Dans l'hémicycle. Vous voulez dire débat dans l'hémicycle? Tout à fait. Ça m'étonne de vous, monsieur Lecoq. Quelle surprise. C'est toujours très bien de débattre dans l'hémicycle de ces grandes questions. Et chaque fois qu'on a un débat européen ici, on voit bien qu'il y a nombre de questions. Et donc, c'est bien de pouvoir les aborder dans l'hémicycle. Alors, merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour ce rapport et puis pour votre conviction et votre fougue. Et puis, j'invite maintenant Hervé Berville à venir à la tribune.